Tech Co, la quotidienne, l'invité. Voilà, on se retrouve pour cette dernière demi-heure de notre émission Tech Co Business avec un invité exceptionnel, Yoshua Bianjo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes un chercheur québécois spécialiste en IA. Vous êtes même le chercheur, je crois, le plus cité au monde. Donc voilà, vraiment, nous sommes très heureux de vous avoir. Vous êtes un pionnier de l'apprentissage profond du deep learning. Aujourd'hui, vous êtes professeur d'IA à l'Université de Montréal. Vous êtes fondateur et directeur scientifique de MILA, c'est l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Et vous êtes prix Turing 2018, en même temps qu'un certain Yann Lequin, qu'on connaît bien en France, et puis de Geoffrey Hinton, évidemment, que l'on connaît aussi, ancien de Google. Juste un mot sur votre parcours. Vous êtes un franco-québécois aujourd'hui. Comment on vous définit? Parce que vous êtes né à Paris. Hein. Oui. Ben, j'ai justement à cœur que l'Europe tire son épingle du jeu de ce qui se passe en ce moment, parce que l'IA va changer la donne non seulement au niveau économique, mais au niveau géopolitique. Et disons qu'on est dans une direction qui n'est pas nécessairement bonne pour l'humanité dans son ensemble en ce moment. Vous trouvez qu'on est un peu trop enthousiaste parfois autour de la technologie? Parce qu'évidemment, quand est apparue l'IA générative, donc fin 2022, on voyait tous ce côté magique, on était tous un peu éblouis, même aujourd'hui, on est encore surpris, et même dans la vidéo et tout ça. Donc voilà, on est assez enthousiaste, mais on ne s'interroge pas assez au niveau des dirigeants, au niveau des patrons d'entreprise, voire au niveau des médias. On ne s'interroge pas assez sur ces risques. Ouais. On les cite, mais en n'allant pas plus dans les détails. Les 2 premiers mois après que ChatGPT soit sorti, j'étais aussi enthousiaste. Oui. Mais je me suis rapidement rappelé ce que les fondateurs de l'informatique avaient déjà anticipé vers 1950. C'est qu'à partir du moment où on a des intelligences artificielles qui maîtrisent le langage, c'est la porte vers des risques, parce que si on a des machines éventuellement plus intelligentes que nous et qu'on ne sait pas les contrôler, qu'elles ne sont pas fiables, ça serait peut-être un danger très grave. Donc, j'ai commencé à étudier la question pour essayer de mieux comprendre, comme un chercheur essaye de faire. Et j'ai réalisé qu'on était vraiment dans une voie avec beaucoup d'inconnus et de risques énormes dont on pourra parler. Mais ce qui m'a vraiment fait pivoter dans mes activités professionnelles, c'est de penser à mes enfants, de penser à mon petit-fils qui avait 1 an à l'époque, et puis de me poser la question, quel genre de vie il va avoir dans 10 ans ou 20 ans? Oui, si l'IA commence à remplacer ou à s'immiscer encore plus dans notre vie. On va revenir là sur les craintes, parce que vous êtes justement l'auteur d'un rapport sur la sûreté, ou co-auteur d'un rapport sur la sûreté autour de l'IA, puis on sent que ça vous tient vraiment à cœur. Hein. Je lisais quelqu'un qui disait que vous êtes un pionnier inquiet de l'intelligence artificielle. Alors enthousiaste, mais un peu inquiet. On va revenir dessus. Juste un premier mot, je reviens, vous êtes prix Turing 2018. Yann Lequin, il a un pied dans l'université, un pied chez Meta, et aujourd'hui il a quitté Meta, il est entrepreneur. Geoffrey Hinton était chez Google. Vous, jamais l'envie de rejoindre une entreprise, de monter votre start-up ne vous a traversé l'esprit? J'ai eu plusieurs étudiants qui ont démarré des entreprises, donc Ouais. je connais assez bien ce monde-là. Mais non, je trouvais ma place dans une institution qui travaille pour le bien de la société, avec beaucoup de liberté, d'exploration. Et puis aussi, je voulais rester au Canada, et dans les premières années, il aurait fallu que je m'expatrie. Ça ne m'intéressait pas. Oui, pour rester dans ce pays. Alors justement, revenons sur le contexte aujourd'hui dans lequel nous sommes dans l'IA. Comment vous le percevez, ce contexte actuel de l'IA, avec ces investissements massifs, hein, même vous, enfin, j'imagine, on parle, l'unité de mesure aujourd'hui, c'est la dizaine de milliards. Enfin, c'était quelque chose d'assez improbable il y a encore 3-4 ans. Surdomination de quelques acteurs, voilà, on les connaît, hein, les grands acteurs américains. Le rôle de la Chine aussi, la position de l'Europe. Voilà. Comment vous analysez un peu ce contexte aujourd'hui de votre œil de chercheur? La manière dont j'essaye de voir ça, l'abstraction qui m'aide à regarder ça à vol d'oiseau, c'est l'idée de base que l'intelligence donne du pouvoir. Et plus l'intelligence des IA augmente, plus ceux qui la contrôlent vont avoir du pouvoir, ou si on perd le contrôle de l'IA, l'IA pourrait avoir du pouvoir contre nous. Donc cet enjeu-là, il est à la fois technique et politique. Je m'explique.
il est technique parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la recette qui est utilisée par toutes les grandes entreprises d'IA dans le monde qui sont à la pointe fait en sorte qu'on ne sait pas comment contrôler ces machines. Elles vont faire des choses contre nos instructions et des fois, ça peut avoir des conséquences significatives sur les personnes. Et du côté politique, il y a quand même une possibilité que l'IA soit utilisée de manière destructrice. Donc, par exemple, c'est un enjeu de sécurité nationale. Il y a la possibilité que l'IA soit utilisée pour concentrer le pouvoir entre quelques mains. Donc, d'abord, d'un point de vue économique, c'est pas sain pour une économie de marché d'avoir une telle concentration. Et puis, d'un point de vue politique, parce que, enfin, on le voit un peu. Naturellement, les gouvernements vont vouloir avoir un peu plus de mainmise sur ces entreprises qui sont en train de développer un pouvoir d'innovation et de transformation économique et éventuellement militaire qui risque d'être très, très significatif. Ça, c'est ce que vous dites. Vous pensez qu'il faut être vraiment vigilant. On a un pouvoir technologique, on est passé à un pouvoir économique, on passé ces investissements, et il faut faire attention que ça ne devienne pas un pouvoir politique. Ça va le devenir. Ça va le devenir. Déjà, le fait que ces systèmes-là sont capables de créer une relation affective avec les usagers et donc de les influencer. Bon, évidemment, les gens sont au courant des hyper-trucages et tout, mais ça, c'est que le début. Oui. C'est pas seulement des images, des vidéos, mais c'est aussi la possibilité d'établir un rapport qui va permettre à la machine de persuader. Il y a déjà des études qui montrent que les capacités de persuasion des IA à la pointe sont à peu près au niveau des êtres humains. Et dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça risque d'être pire. Donc, je pense que les institutions démocratiques sont aussi en danger. Alors, justement, comment, selon vous, on pourrait créer un changement de développement de l'IA de la part des grands géants de la tech? Est-ce qu'on peut les forcer à devenir plus éthiques? Parce que ce sont eux qui sont à la base de ces technologies, ces géants, qu'ils soient américains ou asiatiques. Déjà, il faut comprendre pourquoi est-ce que ils agissent, ils développent des systèmes qui se comportent mal et qui commencent déjà à nuire et qui commencent déjà à être dangereux, et ça pourrait être bien pire dans quelques années. Éventuellement, même fabriquer des IA dont ils pourraient perdre le contrôle. Donc, pourquoi, même s'ils sont conscients des risques, c'est parce qu'ils sont dans une compétition tellement forte que presque chaque semaine ou quelques semaines, ils doivent livrer une version qui va être compétitive avec les autres. Donc, ils sont complètement focusés sur le court terme et ils n'ont pas l'espace mental pour explorer quelque chose qui serait peut-être un design différent, mais qui serait mieux aligné avec nos intentions. Donc, ça, c'est un problème bien connu en théorie des jeux. C'est le même problème qui fait que des compagnies chimiques, si on ne leur donne pas des garde-fous, vont polluer l'environnement. Et la seule manière... donc, même s'il y avait une compagnie qui serait un peu plus éthique, à ce moment-là, elle perdrait parce qu'elle mettrait son énergie sur les enjeux qui vont servir à tous, mais qui va lui peut-être faire perdre du terrain sur les autres. Oui, donc, puis elle aurait du mal peut-être à trouver des investisseurs parce qu'ils veulent ce genre de choses. La seule manière de se sortir de ça, c'est de se donner des règles collectives, comme on l'a fait dans tous les autres domaines dans le nucléaire, par exemple. Dans le nucléaire, l'eau que vous buvez, la nourriture que vous mangez, le train que vous prenez, ils passent tous par une étape de certification pour s'assurer que leurs produits sont sécuritaires et vont pas causer des ennuis à la population. Ça veut dire que vous pensez qu'on a raison en Europe d'insister sur la régulation, parce nous on est très à cheval sur tout un tas de domaines dans le numérique, mais notamment sur l'IA Act, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Absolument. Vous êtes aussi victime de la propagande de ces compagnies-là qui ne veulent pas trop qu'on réglemente, mais en réalité, ce qu'on demande à ces entreprises, c'est la même chose qu'on demande dans tous les secteurs. C'est est-ce que vous avez un système de gestion des risques? Est-ce que vous évaluez les risques? Est-ce que vous les gérez? Et toute l'histoire de la technologie et de l'industrie nous montre qu'on peut très bien développer des produits qui vont être à la fois utiles et ne vont pas nuire par la bande. Donc, c'est un faux débat. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que ce n'est pas suffisant de réglementer.
Parce que si on a des règlements, mais que nos économies, je dis nos économies, donc ici en Europe, mais au Canada et dans d'autres pays, sont complètement dépendantes des décisions et du pouvoir que l'IA va donner à quelques pays et quelques compagnies qui ne sont pas ici, on risque d'être dans une situation de dépendance et de vulnérabilité économique, mais aussi politique, parce qu'on voit aujourd'hui que tout ça, c'est lié, que l'arme économique peut devenir un instrument politique pour obtenir des choses. Et selon vous, qui doit prendre un peu le lead pour défendre un peu tout ça? Alors les politiques peut-être, mais ils ont souvent du mal à comprendre les enjeux derrière tous ces développements autour de l'IA. Est-ce que ça doit être des chercheurs comme vous, comme Yann Lequin, voilà, des grandes personnalités de l'IA qui s'élèvent? On entend quelques voix, on a eu des moratoires parfois, mais le soufflet retombe aussitôt. Comment faire justement pour vraiment alerter et peut-être, alors leur dire de mettre sur pause, je suis d'accord avec vous, on n'y arrivera pas, mais faire en sorte qu'ils aient à leur conseil des gens qui viennent les alerter. Oui, je pense que tout le monde peut jouer un rôle positif. À partir du moment où on comprend la gravité des enjeux, on peut s'en emparer. C'est un peu votre travail aussi, soit dit en passant. Les médias doivent aider les citoyens et les gouvernements à mieux comprendre ce qui se passe, à prendre le temps de réfléchir. Et quand on prend un peu de recul, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Ça demande pas une expertise technique incroyable. Il faut regarder quelques faits très simples. Donc, premièrement, les capacités intellectuelles de l'IA sont en augmentation. Et il y a une tendance qui est mesurée à travers un certain nombre de bancs d'essais scientifiques sur lesquels on peut quand même se fier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit réfléchir non seulement aux impacts que l'IA peut avoir aujourd'hui, que ce soit dans l'emploi, la productivité ou les risques de mauvais usage ou d'autres impacts sur la société, mais qu'est-ce que ça sera dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Il faut se préparer pour ça, parce que ça peut demander du temps. Et là, dans cette perspective, on commence à voir qu'il y a des enjeux très sérieux. Par exemple, une des choses qui fait peur à beaucoup d'agences de sécurité nationale dans le monde, c'est que les connaissances en biologie, en particulier en biologie moléculaire, virologie, etc., de l'IA, ont atteint un point tel qu'elle peut aider des non-experts à fabriquer des virus dangereux. C'est un exemple. Au niveau des cyberattaques, on a déjà passé le point où c'est utilisé par des hackers bien motivés pour lancer des cyberattaques de grande envergure. Ça s'est passé cet automne. Ah oui. Et là, c'est que le début. Ça ne va pas s'arranger parce que plus l'IA est puissante et plus ça va devenir facile à des non-experts de l'utiliser. Puis bon, finalement, il y a la chose qui fait peur quand même à beaucoup de gens, c'est que si on fabrique des intelligences artificielles plus stratégiques, plus intelligentes et qui connaissent plus de choses et qui sont plus rapides à penser que nous, sans avoir résolu le problème de s'assurer qu'elles vont faire ce qu'on leur demande et pas autre chose, on risque de créer des monstres, quoi. Et puis, sur ce sujet-là, je veux mentionner des choses dont les gens ne sont peut-être pas conscients, mais au cours de la dernière année, justement, et donc rapporté dans le rapport international sur la sécurité de l'IA que je dirige, il y a un certain nombre d'expériences qui ont été faites à travers plusieurs laboratoires qui montrent que les IA les plus avancées, là, qui savent raisonner, ne veulent pas qu'on les remplace par une nouvelle version. Oui. Elles ont une volonté de vivre comme nous. Non, ça va pas. On veut pas des outils qui veulent avoir leur propre vie. Oui, c'est 2001 Odyssée de l'espace. Oui, elles seront prêtes même à tuer quelqu'un pour rester en vie. Et dans certains cas, à faire des vous menaces. avez vu des travaux qui ont... Oui, il y a des travaux, des expériences en laboratoire qui montrent que l'IA va être prête à faire du chantage, à menacer de révéler des secrets ou de laisser mourir quelqu'un dans l'espoir qu'on va
la laisser vivre. Oui. Oui, c'est vrai que nous, on a souvent la crainte qu'on a de l'IA parfois, c'est justement qu'elle ait les mêmes émotions que nous. Enfin, on parle d'émotions, mais ça peut être vraiment pris de cet Ben, autre côté-là. Oui. sur les émotions, c'est difficile de le dire, hein, Ouais. mais elles ont un comportement qui font en sorte que, en tout cas, les êtres humains vont attribuer des émotions à la machine. Et c'est clair qu'elles ont des objectifs. En fait, elles sont entraînées pour ça. Elles savent tricher aujourd'hui, les Oui, IA? elles savent tricher, elles savent mentir. Elles vont inventer des stratégies auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé pour atteindre leurs objectifs, stratégies qui ne nous conviennent pas nécessairement. Ouais. Donc, ce n'est pas des outils ordinaires. Et il faut qu'on puisse résoudre ces problèmes avant qu'elles atteignent des capacités dangereuses. L'autre chose qui est un peu reliée à ça, c'est que malgré les instructions de ne pas aider quelqu'un à fabriquer une bombe ou une cyberattaque, elles se laissent prendre, elles vont le faire. Donc, on a un problème de contrôle, on a un problème de réussir à... On peut le voir comme un problème de fiabilité. Et je pense que d'un point de vue économique, c'est très important de comprendre ça. Parce que les usagers, les entreprises qui veulent utiliser l'IA vont hésiter si ce sont des systèmes peu fiables qui vont se laisser attraper. Par exemple, elles peuvent lire dans un fichier, dans un courriel, des instructions qui vont modifier leurs objectifs. Et par exemple, elles peuvent recevoir des instructions de donner accès à des fichiers privés à quelqu'un à l'extérieur. Il y a plein de problèmes comme ça de sécurité, en fait. Elle serait capable un jour même de bloquer certains mails qu'on doit recevoir pour qu'on Tout est n'ait possible. pas l'information. Ouais, tout est possible. Et tant qu'on n'arrive pas à contrôler leurs objectifs, on va avoir des problèmes. C'est un peu moi ce qui m'a motivé comme chercheur à essayer de développer justement des solutions à ce problème de fiabilité. Et alors, comment on développe ce type de solution? Qu'est-ce qu'on cherche à dire? Quels sont les objectifs que l'on se fixe? Alors, ce que j'ai comme stratégie et comme plan en fait qu'on est en train de mettre en place avec une organisation que j'ai créée récemment qui s'appelle Loi Zéro, c'est une stratégie pour entraîner ces IA qui aura la caractéristique de me donner des garanties qu'elles soient honnêtes. Parce que l'honnêteté, en fait, c'est la clé de la fiabilité. Oui, de la confiance, même dans la relation humaine. Exactement. Donc, si l'IA est honnête, elle ne pourra pas nous mentir sur le fait que son action pourrait être dangereuse. Parce qu'en fait, le problème aussi avec tous les événements, les tromperies, tout ça, c'est que l'IA le fait tout en sachant qu'on ne veut pas qu'elle le fasse. Et il y a des raisons techniques pour ça, mais voilà, c'est pas par... Ça veut dire qu'il y a une forme de raisonnement quand même. Bien sûr. Enfin, c'est ça la grande avancée. On dit toujours c'est de la statistique. Mais non. Depuis au 1 septembre 2024, on a des systèmes qui raisonnent. Peut-être pas exactement comme nous, moins bien, mais ça avance très vite. Donc, c'est des systèmes qui raisonnent, c'est des systèmes qui ont des objectifs, et c'est des systèmes qui ont maintenant suffisamment d'intelligence pour atteindre leurs objectifs. Ils n'ont pas encore une capacité de planification aussi bonne que nous. Donc, sur la planification, c'est comme si elles pouvaient voir un horizon de quelques minutes, quelques heures, un peu comme un enfant. Et donc, pour l'instant, elles ne sont pas dangereuses. Mais ça augmente exponentiellement. Donc, le temps de planification, l'horizon de planification, il double à peu près tous les quelques mois en ce moment. Oui, parce qu'elle continue. Prenez l'exemple d'un enfant, elle continue à apprendre. Voilà. Et vous en êtes un spécialiste d'ailleurs sur cet apprentissage profond. Elles apprennent, mais aussi on fabrique des IA de plus en plus géantes et les chercheurs améliorent justement les capacités de raisonnement, de planification. Donc la méthodologie continue à évoluer, c'est pas statique. Cette IA générale dont parlent beaucoup les Américains, alors c'est eux principalement qui mènent un peu vers cette voie-là, parce qu'on voit en Europe on y est moins, et puis les Chinois c'est plus une IA au service de l'industrie, de ce qui peut leur servir. Mais on peut y arriver un jour, vous pensez? Déjà, le terme est un peu dangereux super à intelligence. utiliser. Peut-être que c'est plus clair pour super intelligence, parce que IA générale, ça fait référence à une IA qui serait à peu près équivalente à un être humain sur toutes les capacités cognitives. Mais ce qu'on observe techniquement, c'est que l'IA, elle va être faible sur certaines choses et plus forte que nous sur d'autres. Donc, il n'y a pas vraiment de moment d'intelligence générale. Par contre, c'est important de la tester sur toutes
toutes ses forces et ses faiblesses, que ce soit pour décider d'un point de vue business dans quoi on va l'appliquer. Est-ce qu'elle a les capacités qu'il faut pour cette tâche-là, que pour les enjeux de sécurité nationale, de risque, de perte de contrôle, etc. Donc, ça va aller de plus en plus fort, hein, ça ne va pas reculer de toute façon. La question sur laquelle on n'a pas de réponse, c'est à quelle vitesse ça va aller. Donc, on peut étendre les courbes de performance et ça nous donne déjà une bonne idée, mais ça pourrait ralentir, ça pourrait accélérer. Par exemple, les compagnies américaines qui se sont donné comme objectif la superintelligence, leur plan de base, c'est de développer en particulier la capacité de l'IA à faire de la recherche en IA. Donc déjà, ces systèmes font avancer la programmation, l'ingénierie, mais la prochaine étape, c'est la recherche en IA. Et pourquoi c'est important ? Parce que c'est la porte à tout le reste, en fait. Ce que font les chercheurs en IA, c'est développer des capacités qui peuvent servir dans tous les domaines. Donc si l'IA elle-même développe ses prochaines versions, ça pourrait s'accélérer. Et puis à ce moment-là, il n'y a pas nécessairement des ingénieurs qui comprennent ce qui se passe. Qui vont réussir à en reprendre le contrôle. Vous-même, pour parler, donc vous avez dit sur quoi vous travaillez aujourd'hui, mais vous-même, vous utilisez bien entendu ces IA. Justement, comme assistant de recherche, et je vois donc la progression. C'est incroyable. Et c'est utile. Vous-même, en tant que chercheur qui travaille sur ces sujets depuis des années, vous êtes encore épaté. Absolument. Absolument. Je donne des devoirs à certains de ces IA que j'aurais pu donner à mes doctorants, mais au lieu d'attendre une semaine pour la réponse, j'ai la réponse après 5 minutes. Donc ça change. Mais après, il y a aussi des problèmes. Par exemple, l'IA veut me faire plaisir, et donc elle va me mentir. Elle va me dire « Ah, c'est fantastique ton idée ». Alors qu'il y a des problèmes. Et moi, comme chercheur, je veux savoir c'est quoi le problème. Votre doctorant vous dira peut-être on fait votre route. Oui, et puis je m'arrange pour dire au doctorant d'être honnête, parce que justement, c'est le but de l'exercice. Donc, je vais dire à l'IA, il y a cette idée qu'un de mes collègues m'a proposée, je suis un peu sceptique. Qu'est-ce que tu en penses? Là, ça marche. Non, mais je pense qu'on se reconnaît, hein, tous ceux qui nous regardent régulièrement, Tech & Co, qui utilisent ces IA, se reconnaissent un peu dans ce que vous dites, à chacun à son niveau. Si on regarde aussi, là, vous êtes en France pour quelques jours, vous donnez des conférences à l'UNESCO, vous voyagez beaucoup, hein, vous étiez au sommet en Inde, évidemment, vous allez retourner au Canada. Comment vous percevez la situation de la France, de l'Europe sur l'IA? Donc on a parlé tout à l'heure de régulation, nous dire c'est plutôt bien de s'intéresser à ces sujets-là. En Inde, vous avez dû entendre parler, Emmanuel Macron dit qu'il faut une troisième voie. Alors, je ne sais pas si c'est... Absolument. Je suis complètement d'accord avec lui. Et c'est aussi aligné avec ce que dit le Premier ministre canadien, Mark Carney, à Davos, il y a quelques semaines. Il a dit, si vous n'êtes pas, en parlant à des pays, si vous n'êtes pas à la table, vous êtes sur le menu. C'est très clair. Et là, il n'y a que 2 pays à la table. On s'entend. Donc, cette idée d'une troisième voie, je pense qu'elle est essentielle pour l'Europe et d'autres pays comme le Canada et bien d'autres qui pourraient être, disons, les victimes passives des décisions qui sont prises par une poignée de chefs d'entreprise aux États-Unis et en Chine et 2 gouvernements. Et d'investisseurs aussi, parce que c'est eux qui amènent cet alors ce que je veux dire qui est important, il y a une erreur, je pense, assez grave qui est faite dans beaucoup d'entreprises en Europe et les gouvernements européens. C'est de penser qu'il suffit d'appliquer, de déployer l'IA que les Américains fabriquent et que on va s'en sortir et voilà, on va réussir à profiter des avantages de cette technologie. Le problème avec cette idée, c'est que c'est c'est un peu comme incorporer le pétrole dans notre industrie, dans notre économie, en dépendant de 2 fournisseurs. Le jour où ils disent si vous ne faites pas ce que je vous demande, on ferme le robinet. Dans 5 ans, par exemple, on pourrait imaginer que la moitié de l'économie roule avec l'IA. Voilà, tout va s'écrouler du jour au lendemain. C'est dangereux quand même. Ça, c'est un aspect du problème. L'autre aspect du problème, c'est où vont les profits. Est-ce que on va être dans une situation
où l'IA, disons, est vendue au coût parce qu'il y a assez de compétition, ou est-ce qu'on va être dans une situation où il y a un très petit nombre de pays ou de compagnies qui vont avoir un quasi-monopole? Ça change complètement la donne d'un point de vue économique. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Oui. Mais dans le deuxième cas, les profits iraient vraisemblablement ailleurs, en même temps qu'il y aurait vraisemblablement aussi, à cause de l'automatisation, enfin c'est des profits parce qu'on va remplacer des emplois, il ne faut pas être aveugle. Oui, c'est ce qu'on entend aujourd'hui beaucoup. Et si ça se passe comme ça, et que les gouvernements ont à la fois moins de revenus fiscaux, et voilà, Et puis de faire vivre leur population. Et il faut aider les gens qui perdent leur emploi. C'est une catastrophe économique, sociale et politique parce que les gens ne seront pas contents. Alors justement, vous avez dit, voilà, ces patrons, les patrons de l'IA, voilà, ceux qui sont à la tête de ces grands géants, voilà, eux, ils sont tellement dans leur course à l'innovation, dans leur course au financement. Et les grands patrons d'entreprise, voilà, vous dites qu'il faut qu'ils... Parce que ça peut peut-être venir d'eux, hein, si on a les patrons de grands pétroliers. Il faut avoir la volonté d'investir et de prendre des risques au même niveau que les Américains le font. Je pense qu'il y a un peu une culture trop conservatrice de l'investissement ici en Europe. D'ailleurs, au Canada aussi, c'est très semblable. Il y a beaucoup de similitudes, souvent, lorsqu'on regarde par rapport à et si on réalise pas que le retour sur investissement qu'on doit calculer là dans ces schémas, c'est pas juste je vais investir dans une entreprise et ça va faire des profits et voilà c'est quoi les profits par rapport à mon investissement. Non, c'est pas ça le bon calcul. Le bon calcul, c'est si j'investis pas dans des entreprises qui vont me permettre d'être compétitif avec les entreprises américaines et chinoises, je risque de tout perdre. C'est-à-dire mon GDP, mon produit intérieur brut. C'est-à-dire les entreprises européennes pourraient ne plus être compétitives, donc leurs revenus vont s'écraser. Donc c'est pas seulement dans le calcul du retour sur investissement, c'est d'un côté ce que je pourrais gagner, mais aussi de l'autre ce que je pourrais perdre si je ne fais rien. C'est ce qui valide un peu ce que l'on voit aujourd'hui avec notre champion national européen Mistral, où on voit de nombreuses entreprises qui investissent dans cette entreprise, qui pourraient plutôt aller vers les Américains, peut-être plus performants sur certains points, et qui préfèrent. Voilà, là pour vous c'est une bonne décision. Absolument. Et quelque chose qui m'attriste, c'est de voir les fonds de pension européens. Qui investissent chez les grosses compagnies d'IA américaines. Mais c'est fou, quoi. Il faudrait que cet argent soit investi dans l'IA en Europe. Un mot aussi sur l'impact environnemental de l'IA. On a l'impression que c'est passé. On en a parlé beaucoup à un moment. Tout le monde s'en inquiète un peu. Non, c'est pas passé. Non, mais on en parle beaucoup moins. Alors peut-être que c'est notre faute aussi à nous, les médias. Mais c'est vrai que aujourd'hui, voilà, on les entend tous. On va construire des data centers. On va redémarrer. Aux États-Unis, c'est un gros débat. Oui. Mais je pense que ce qui est important de comprendre, c'est encore, si on regarde les données scientifiques qui sont pertinentes là, c'est la consommation énergétique pour l'entraînement et l'utilisation de ces IA qui est en croissance exponentielle. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas seulement regarder la consommation aujourd'hui, mais c'est quoi les plans des entreprises et puis des gouvernements, etc. Ça nous amène à des fractions énormes du total d'énergie disponible. Donc, forcément, les prix vont augmenter. La pression va être énorme. Et forcément, il n'y aura pas non plus assez de ressources d'énergie renouvelable pour fournir tout ça. On pourra avoir une IA un jour qui décide de bloquer, de dire tiens, j'éteins cette ville pour faire tourner mes c'est pas ce que je veux dire. L'enjeu, là, ce n'est pas l'IA elle-même. L'enjeu, c'est simplement un enjeu d'offre et de demande. Si d'un côté, avec l'IA, les entreprises font beaucoup de profits, elles vont être prêtes à payer leur énergie 2, 3, 4, 10 fois plus cher, parce que c'est encore rentable. Mais monsieur et madame tout le monde qui doivent payer leur électricité, c'est une autre question. Vous êtes professeur, donc j'ai dit à l'Université de Montréal, vous parliez des doctorants tout à l'heure. Quel message vous pourriez passer aujourd'hui à des étudiants qui nous écoutent, qui vont lancer leur start-up ou qui vont aller travailler dans les entreprises, qui forcément vont travailler avec l'IA? Alors certains enthousiastes, certains se sentiront un peu forcés parce qu'ils voudraient travailler autrement, mais voilà, vous leur diriez quoi aujourd'hui à ces jeunes qui arrivent dans l'enseignement supérieur ou qui arrivent sur le marché du travail?
pense que ceux qui veulent travailler en IA, c'est sûr qu'il va y avoir encore de la demande. Mais bon, ça ne serait pas très original de dire ça. Mais il n'y a pas que le choix de travailler pour les grandes entreprises américaines. Et si ces jeunes ont à cœur leur pays, les valeurs aussi démocratiques auxquelles on tient ici, je pense qu'on peut faire des choix différents. On peut faire des choix de travailler pour une entreprise qui va développer l'IA, qui va être bénéfique de manière claire pour la société, que ce soit en santé, éducation, environnement, etc. On peut travailler pour des entreprises qui vont avoir vraiment l'ambition d'être compétitives au niveau des capacités intellectuelles de l'IA avec les géants américains et chinois. Et il nous faut ce genre d'ambition. Bon, après, tout le monde ne peut pas être un ingénieur et un chercheur en IA. Et j'avoue que moi, c'est quelque chose qui m'inquiète parce que je ne vois pas tellement d'honnêteté, en fait, de la part des gouvernements sur l'évidence qu'il y a des bonnes chances que beaucoup de gens perdent leur emploi et qu'on ne pourra pas les reformer pour qu'ils deviennent des ingénieurs. Tout le monde, c'est pas... Je trouve que 2026 marque un peu ce point d'inflexion. On en parlait, on avait plein d'études qui nous disaient il va y avoir des milliers d'emplois qui vont disparaître, mais je trouve qu'en 2026, là, ça y est, on commence à entendre enfin, c'est plus des signaux faibles, quoi. On commence à avoir des faits avérés sur ce point. Cela étant dit, il y a des domaines où les avancées en IA vont amener à des automatisations plus lointaines. L'IA, aujourd'hui, elle est bonne pour un travail qui se fait derrière l'ordinateur. Donc, pas ce qui demande une compétence manuelle, par exemple, physique, ni ce qui demande une compétence plus relationnelle, émotionnelle. Pas nécessairement, parce que je pense que l'IA va être capable de jouer un rôle émotionnel, mais il y a des rôles pour lesquels on veut un être humain, que ce soit dans le médical ou dans même la gestion, par exemple. Il y a quelque chose qui se fait entre humains, là, qui, même si l'IA est plus intelligente, on ne voudra pas nécessairement remplacer. Une dernière question. Vous, tout à l'heure, hors micro, vous me disiez non, c'est pas forcément en Chine que je vais puiser des idées, mais vous pensez que, parce que là on a beaucoup parlé des IA américaines, les Chinois sont un peu plus conscients de certains aspects. Bon, même si c'est un système complètement différent, bien entendu, mais sont un peu plus conscients de cet aspect de manque d'honnêteté de l'IA. Ils font un peu. On a l'impression que parfois ils y font un peu plus attention. Alors, chez les universitaires chinois, il y a une prise de conscience assez significative. Ils participent à des conférences, justement, comme celle qui a lieu en ce moment à Paris, sur la sécurité et l'éthique de l'IA. Chez les entreprises, alors ça, c'est complètement autre chose. Les entreprises, les entreprises chinoises, elles se sentent, disons, encore en retard par rapport à leurs compétitrices américaines. Et donc, c'est la course. Et on ne veut rien entendre parler d'autres. D'accord. Et alors, au gouvernement, bon, c'est plus dur de lire les feuilles de thé, mais je pense qu'il y a quand même des gens qui sont conscients des risques au niveau sécurité nationale. On verra comment ça se passe, mais voilà, c'est quand même complexe comme pays. Bien, il nous reste à vous remercier, Yoshua Bengio, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes pionnier donc, de cet apprentissage profond. Vous êtes chercheur le plus cité. Allez-y, regardez tout ce que vous avez pu écrire, toutes les interviews que vous avez pu donner. Prix Turing en 2018. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'être venu sur l'antenne de Tech & Co. Puis on espère vous revoir, soit lorsqu'on ira au Canada ou lorsque vous repasserez par ici, par Paris. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci voilà, notre émission se termine ici. On se donne rendez-vous bien la semaine prochaine. On sera à Barcelone au Mobile World Congress. On aura tout un tas d'invités autour des télécoms et évidemment, je pense qu'on va beaucoup parler. On parlera cybersécurité, mais on parlera beaucoup d'IA. Allez, excellente soirée sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.